C'est à partir de ce moment qu'intervient la technologie, l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes. Notre Homo habilis éclairé va prendre pleinement conscience de son environnement, mais surtout de ses constituants. Bon, pas instantanément, comme je vous l'ai dit, ça va prendre du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour leur expliquer, donc tout est à découvrir. Déjà, il va maîtriser le jeter de cailloux en posant les premières bases de la balistique. Car pour l'instant, sa principale préoccupation est de ne pas se faire bouffer. Car avant de commencer à modeler de la matière et à imprimer ses propres idées dans cette matière, il va pousser gentiment ses prédateurs vers un régime végétal strict. Tofu fumé saignant, courgettes grillées, brocoli cuit à l'eau de Vichy. Cependant, et avec leur nouveau régime vegan, les fauves ne souffrent d'aucune carence en minéraux. Vu la quantité de pierres qu'ils ramassent sur la gueule à chaque tentative, ils ont leur dose de calcium, de potassium et de magnésium. Cette stratégie de défense des Homo habilis va contribuer à assurer l'avenir de leur espèce et ainsi leur multiplication et leur évolution. Mais alors, quel est l'événement qui a poussé les Homo habilis à tailler les premières pierres? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge de la pierre a débuté de -3 300 000 pour s'achever entre -5 000 et -4 000 avant notre ère. Et comme mentionné dans le prologue numéro 2, qu'est-ce que les Homo habilis ont bien pu branler durant tout ce temps? Justement, il faut rappeler que l'Homo habilis est un primate, et que son existence est réduite à bouffer, baiser, dormir. Et vu sous cet angle, pourquoi tirer de compliquer la vie? Et rien n'a changé. À l'homme moderne, et comme l'Homo habilis finalement, quand t'es pas obligé de faire un truc, tu le fais pas. Ou alors t'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Alors pour bouger le cul d'un Homo habilis, c'était un chantier, on allait y laisser quelques suées. Dans cette situation, ce n'était plus une stimulation qu'il fallait. 3 millions d'années, c'était littéralement un coup de pompe dans le cul de manière à ce qu'il se sorte les doigts. Donc, tout commence approximativement il y a 3 298 337 ans, 5 mois, 18 jours et 12 heures. Mais plus précisément, c'était en juillet, un vendredi, à midi. Et voici les prévisions météorologiques pour cette journée. Dans la moitié nord de l'Afrique de l'Est, le ciel d'été sera au rendez-vous avec un ciel dégagé et ensoleillé et une température idéale pour un mois de juillet. Dans un quart sud-est, le temps restera maussade toute la journée avec un ciel couvert et de la pluie. Mais on s'en fout, c'est pas là-bas que va se dérouler l'histoire. Et je mets au défi les paléontologues les plus chevronnés de me prouver que le fabuleux événement qui va se produire ne s'est pas déroulé un vendredi. Nous allons prendre un Homo habilis et nous allons l'appeler Jean-Luc. Jean-Luc est assis sur son cul et observe les cailloux qui jonchent le sol. Et comme il commence à turbiner sec du bocal grâce à sa nouvelle intelligence, il commence à remarquer des trucs auxquels il n'aurait jamais porté attention auparavant. En l'occurrence, et plus particulièrement un éclat de cailloux. Mais pour Jean-Luc, un caillou, ça reste un caillou, c'est lourd, c'est quelconque, c'est pas comestible, ça n'a pas d'odeur, mais par contre c'est assez dur pour éclater la gueule aux fauves. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'un caillou pouvait être sécable. Et cet éclat présente une tranche très aiguë, voire tranchante. Et pour un peu, il pourrait en faire une hache. Mais non. Là n'est pas le sujet, c'est pas ça qu'on cherche. Jean-Luc s'arrête net, intrigué par ce qu'il vient de voir, car le caillou qu'il tient dans la main a l'exacte forme d'un choc laissé sur un plus gros caillou dépassant du sol. Et puisque Jean-Luc peut désormais faire des associations d'idées avec sa nouvelle intelligence, il s'approche de la marque. Il la sent, il la gratte, puis avec ses gros doigts gourds tente de faire correspondre le caillou avec la marque laissée. Est-ce qu'il voit le stupéfait?
Le morceau comble parfaitement le vide laissé. Ce qu'il vient de découvrir le remplit de joie. Et oui, les cailloux eux aussi peuvent avoir des petits. Quelle découverte! Et en plus, il vient d'inventer le puzzle à 2 pièces. Donc il se retourne et exulte son contentement au reste des Homo habilis. Mais personne ne l'écoute. À son plus grand désarroi, il constate qu'il est entouré d'une bande de bras cassés dont l'activité principale est de sourire niaisement à la vie tout en faisant des bulles avec leur salive. Sauf une femelle Homo habilis qui observe les agissements de Jean-Luc avec attention. Nous allons l'appeler Virginie. Virginie scrute les moindres mouvements de Jean-Luc, car après lui avoir fait le coup des fruits savoureux et des orchidées sauvages, elle s'attend à une petite montée en puissance des intentions de Jean-Luc, plutôt que de la retourner reprise de volée pas en lucarne. Et ce dernier met immédiatement sa théorie en pratique. Non pas sur Virginie, mais sur le morceau de roche apparent en le culbutant. Et voici Jean-Luc chevauchant le morceau de roche apparent en position levrette sous le regard médusé de Virginie. Jean-Luc déborde d'idées. Pas forcément les bonnes, mais il en a. Sachant que tout est à découvrir, il n'y a pas de méthode, alors il s'arrête. Et il observe. Mais il n'y a pas d'éclat de cailloux. Alors il recommence de plus belle. Mais rien n'y fera. Il n'y aura toujours pas d'éclat de cailloux. Jean-Luc doit se rendre à l'évidence qu'il ne fera pas d'éclat avec sa bite. Quand soudain, une nouvelle idée surgit, et il se met à regarder fixement Virginie. Virginie détourne aussitôt le regard. En se disant, et pourvu qu'il ne s'intéresse pas à moi, en voyant Jean-Luc assouvir ses pulsions sexuelles sur un rocher, il est chaud comme s'il pouvait faire la soudure à l'arc avec sa bite. Virginie sait que si elle a le malheur de croiser son regard, elle va prendre copieux, comme si Jean-Luc sortait de prison après 5 ans de réclusion. Mais c'est en regardant Virginie que Jean-Luc vient de comprendre. Si Virginie a des petits, c'est parce qu'elle est de la même espèce que lui. Donc le caillou, il doit niquer avec un caillou pour avoir des petits cailloux. Jean-Luc cherche autour de lui et s'empare à 2 mains d'une pierre de belle taille et commence à taper sur la roche dépassant du sol. Une fois. Il observe, pas d'éclat. Donc il recommence une seconde fois un peu plus fort. Mais toujours pas d'éclat. Jean-Luc prend une profonde respiration et propulse une 3e fois la pierre qu'il tient dans sa main sur le morceau de roche apparent en y mettant toute sa force, mais en oubliant de retirer son petit doigt. Le choc est terrible. Le cri de douleur qui suit aussi. Mais sous la pression exercée, la pierre que tenait Jean-Luc se fend en 2 et laisse apparaître à l'intérieur une magnifique géode de quartz. Mais Jean-Luc s'en fout. Il a une grosse larme qui pend, il saute partout, en se tenant le petit doigt et en proférant un monceau d'insénité qui doit se terminer par quelque chose comme putain de saloperie de pierre de merde dans son langage. C'est un classique dans le domaine de l'apprentissage par la douleur. Virginie compatit, tandis que les autres Homo habilis du groupe se foutent ouvertement de sa gueule et rigolent comme des cons. Mais voici que Virginie se redresse vivement, le regard fixe, totalement happée par la chose qu'elle vient d'apercevoir. Quelque chose de nouveau, quelque chose de fabuleusement nouveau. Le soleil de midi envoie ses rayons sur la géode et les reflets brillants du quartz hypnotisent littéralement Virginie. Ça brille de 1000 feux. Elle a les yeux ronds comme des trous de lavabo, les pupilles dilatées comme pour une intervention ophtalmique. Elle esquisse un demi-sourire niais et elle bave devant l'objet de sa lubricité, un gros caillou qui brille. Alors, elle se redresse doucement sur ses pattes arrière en faisant mine que rien, tout en espérant qu'aucune autre ingénue du groupe n'ait aperçu la géode avec cette idée saugrenue d'en vouloir à la tirelire.
Parce que là, attention, s'il y en a une seule qui bouge son cul, ça va être le début des soldes, mais dans un octogone, avec distribution de mawashi dans la gueule, du rimel va couler. Nous parlons d'un caillou qui brille, pas de se bastonner pour un petit top à moins 40%. Dans ces conditions, il n'y a plus de règles. Ah bah c'est Rollerball 1975. Virginie la veut. Et Virginie l'aura. Alors, elle se rapproche de Jean-Luc. Faussement désintéressé, mais tout en se dépêchant, en essayant d'être le plus naturel possible, tout en gardant un œil sur la géode et l'autre sur les pétasses. Virginie est gonflée à bloc, développant la puissance d'une division de Panzer en ordre de marche et la détermination d'un Viet Cong durant l'offensive du Tet. Rien ne se mettra en travers de son chemin vers la luxure et la pleine satisfaction. Jean-Luc, lui, il souffre le martyre, mais animé d'une curiosité fiévreuse. Il constate que sa démarche a donné un résultat totalement différent de ce qu'il attendait. Oui, il pensait qu'un petit caillou allait sortir du gros caillou. Alors, opiniâtre, il reprend la demi-géode pour l'éclater sur la roche, sous les yeux terrifiés de Virginie, qui, elle, veut surtout pas partager. Celle-ci lui attrape le bras et l'arrête net. Et pour le détourner de son affaire, elle réagit instinctivement pour s'occuper maternellement du petit doigt de Jean-Luc, en lui suçant. Puis, délicatement, elle déplace la géode de son côté pour finalement s'en emparer. Et voici Virginie retournée à sa place avec la géode tant convoitée, mais sous le regard envieux des autres pétasses, des autres femelles Homo habilis. Sauf que leur petit manège n'est pas passé inaperçu, car les bases sociologiques d'une société organisée viennent d'être établies. Et oui, l'Homo habilis mâle vient de comprendre qu'en cassant des cailloux et donc de produire un effort de travail, eux aussi peuvent se faire sucer. Tandis que les Homo habilis femelles viennent de comprendre qu'en suçant, elles peuvent obtenir les cailloux qui brillent que les Homo habilis mâles viennent de trouver. Eh ouais, vous venez de comprendre, Toute l'histoire de l'homme moderne était mal barrée depuis le début. Jean-Luc allait casser des pierres, tandis que Virginie allait lui casser les couilles. Et c'est ainsi qu'en quelques millions d'années, l'industrie lithique des Homo habilis allait produire des objets comme des armes ou des outils. Et cette production va directement contribuer à l'essor de la lignée en améliorant sa qualité de vie de manière considérable. Ces objets, transformés intentionnellement par les Homo habilis, seront la preuve, le seul témoignage de la culture matérielle préhistorique qui nous soit parvenue. Et c'est ainsi que, quelques millions d'années après avoir taillé la première pierre, l'homme moderne inventera les incontournables jacuzzi pour testicules, bombes atomiques et autres couvercles de WC smiley, sans lesquels la vie sur Terre n'aurait absolument aucun intérêt. Plus sérieusement, il y a un point sur lequel ces technologies ont changé irrémédiablement notre regard sur la manifestation de la vie. Car ces technologies ont permis à l'homme de prendre la véritable mesure du monde qui l'entoure, au-delà de ce que ses yeux peuvent voir de manière naturelle, mais parfois même au-delà de sa propre imagination. Ces technologies ont permis d'explorer plus profondément son environnement, de découvrir et d'engranger des sommes étendues de connaissances, que ça soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Grâce à ces technologies, l'homme a pu conquérir de nouveaux territoires inconnus. Il a pu s'introduire dans de nouveaux milieux qui lui sont hostiles, milieux dans lesquels il ne s'imaginait pas trouver de la vie. Car il ne pouvait pas s'imaginer que la manifestation de la vie puisse exister autre part que dans son milieu naturel proche, en fonction de ce qu'il connaissait déjà, comme énoncé auparavant. Une théorie scientifique avait comme postulat que plus on s'éloignait de la surface émergée de la Terre, et plus la vie, en termes de peuplement cette fois-ci, décroissait pour atteindre un niveau de stérilité totale. Vous savez, c'est la même sensation qu'on ressent quand on traverse le département de la Creuse. Les scientifiques en savent plus sur les planètes du système solaire que ce qui se passe
dans le fond de nos océans. Et c'est en explorant les fonds abyssaux du Pacifique, à l'aide d'un robot submersible, que les scientifiques ont découvert l'improbable. Et la manifestation de la vie pouvait réserver bien des surprises, car par une profondeur pouvant atteindre les 6000 mètres, dans une obscurité totale, car la lumière est inexistante après une profondeur de 200 mètres, par une pression titanesque, pouvant aller jusqu'à 1000 atmosphères, par des températures froides ne dépassant pas les 4 degrés ou des températures chaudes, comme la proximité des cheminées hydrothermales dont l'eau qui en sort peut atteindre les 400 degrés. Ces scientifiques ont découvert un écosystème surprenant. Des crevettes, des poissons, des oursins, tout un écosystème grouillant, s'ébattant joyeusement dans ce que nous pourrions décrire comme un milieu propice au développement de la vie. La vie n'est pas un phénomène exceptionnel, c'est sa découverte qui l'est. Les championnes toutes catégories sont les bactéries, si petites que nous les croyons à tort fragiles. Mais celles-ci peuvent supporter des températures extrêmes, froides ou chaudes, un milieu saturé d'acide ou de sel, comme les frites d'un fast-food, un milieu stérile, comme la Creuse, ou hostile, comme la Seine-Saint-Denis. Une catégorie particulière de bactéries adore s'ébattre dans les endroits chauds et humides des centrales nucléaires. La dose de radiation qu'elles supportent est mortelle pour l'homme, mais reste sans effet sur elles. Mieux, elles peuvent réparer leur matériel génétique. La nature réserve bien des surprises, mais l'aurions-nous su si nous n'avions pas les technologies pour le découvrir? Et pourtant, dans les canalisations de nos centrales nucléaires, la vie est présente. C'est la faculté intrinsèque de la manifestation de la vie, celle de s'adapter à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle condition, dans n'importe quel environnement, en défiant continuellement les lois de la nature qui l'a fait naître. C'est déjà le cas sur notre planète. Alors le jour où nous découvrirons une source de vie extraterrestre, mais même microscopique, nous ferons le constat que la vie n'est pas un phénomène exceptionnel. Ce sera sa découverte qui le sera. Hey, bonjour! Oh là là, ce cul! Oh, encore vous? Bon. C'est aussi la vie de Xigruig. Xigruig a suivi le même principe d'autoréplication et d'évolution, et dans un milieu difficile. Comme Jean-Luc, Xigruig est amoureux. Cependant, les fruits savoureux et les orchidées sauvages étant plutôt rares dans son habitat, pour plaire à madame, cette fois-ci, il a mis le paquet. En termes de cailloux. Oui, un autre, s'il vous plaît, madame.